Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super bien. Ça fait longtemps que je n'ai plus publié. Je reviens cette fois-ci avec une nouvelle publication qui va porter sur le protocole NAT. Avant d'aller gros au but, je vais tout d'abord présenter mon réseau. Ce réseau a deux grandes parties. Le réseau à utiliser, il s'agit d'un LAN déjà. Il s'agit d'un LAN connecté à un WAN qui est Internet. Donc mon WAN ici, je le considère comme Internet. Le WAN, c'est cette partie-ci. La limite du WAN, du LAN, c'est le routeur-ci que voici, R1H. Donc voici tout le LAN et la limite c'est là. Maintenant, le WAN c'est à partir de là où, voici le WAN. Le WAN c'est cette partie, c'est ma partie, c'est du côté Internet. Donc là, je vais le considérer comme mon réseau Internet. Donc vous pouvez voir les liaisons série qui indiquent, qui confirment que c'est le WAN, que la distance est vraiment longue entre ces éléments-là. Et maintenant, mon réseau LAN est donc connecté à Internet. Donc, ce sera un réseau connecté à Internet. Le but de ce TP, c'est de permettre aux machines du LAN d'aller sur Internet. Voilà mon but. Maintenant, je vais déjà présenter mon réseau LAN. Le réseau LAN, c'est vraiment un grand réseau, à l'image du réseau d'une grande entreprise. Vous pouvez voir les 3 couches disponibles. Il y a la couche accès, constituée des switches S1, S2, S3. Ce sont les switches de niveau 3 au niveau de la couche d'accès. Déjà à la couche de distribution, constituée des deux routeurs, des routeurs MLS1 et MLS2. Ce sont des routeurs, switches, constitués des deux switches qui sont en fait des switches de niveau 3. C'est des switches 3560. Maintenant, nous avons notre cœur du réseau constitué d'un switch de niveau 3, le switch 3650, et d'un routeur. Le routeur, c'est un routeur 2911. Donc, il y a les 3 couches déjà disponibles qui respectent la hiérarchie. Donc, on peut dire que mon réseau WAN, c'est un réseau déjà hiérarchique, modulaire, flexible et extensible. Donc, c'est vraiment la norme. Maintenant, au niveau de ce LAN, nous avons 5 VLAN. Il y a le VLAN 5, numéro 5, qui est constitué des PC 1 et PC 11. Le VLAN 6 qui contient PC 2, PC 5 et PC 8. Le VLAN 7 contient PC 3 et PC 6 et PC 9 et enfants. Et le VLAN, nous avons le VLAN 8 aussi, constitué du PC 4, PC 7 et PC 10. Maintenant, en plus de cela, nous avons, je crois, deux autres VLAN. Le VLAN 99 qui est le VLAN management, dédié à la gestion du réseau. Ce VLAN ne contient que l'admin, c'est seulement le PC, le laptop de l'admin qui est connecté à ce VLAN. Et lui, il a le droit déjà d'accéder à tous les autres équipements intermédiaires du réseau et de les configurer. Mais les autres machines ne peuvent pas accéder au VLAN 99. Donc, j'ai créé des access lists au niveau des switches de la couche de distribution pour sécuriser cela. Donc, il y a un certain nombre de règles qui ont été faites pour assurer cette restriction-là.
Maintenant, il y a aussi un VLAN, le VLAN 100. C'est un VLAN créé pour la sécurité, dont il s'agit des règles de la sécurité de la couche 2. Donc, au niveau des couches d'accès, ce VLAN, lui, ne contient, le VLAN 100 que j'ai appelé en use port, contient tous les numéros de port des switches d'accès et aussi des switches de description qui n'ont pas été utilisés. Donc, qui ne sont pas utilisés. Et ces ports-là ont été ajoutés dans ce VLAN pour la sécurité du réseau. Et je les ai également désactivés dans tous les ports. Je vais aussi rappeler que le VLAN 99, c'est le VLAN natif. Donc, j'ai configuré ça comme VLAN natif sur les liaisons trunk. Maintenant, je poursuis avec mon explication. Il faut aussi rappeler que les switches de distribution jouent le rôle de serveur DHCP pour les différents PC. En fait, le switch MLS1 est le serveur DHCP pour les PC de VLAN 5 et 6. Et le switch MLS2 est, lui, serveur DHCP pour les switches MLS pour les VLAN 7 et 8. Donc, les PC du VLAN 7 et 8 ont pour serveur DHCP ce switch MLS2. Donc, on peut dire ça, bon, c'est une sorte de partage de charge. Maintenant, le protocole STP a été sécurisé et optimisé. La sécurisation a été faite en activant déjà puisqu'il faut rappeler que c'est le STP qui a été... J'ai laissé le STP qui est le protocole actif par défaut. Le PVSTP a été implémenté, c'est déjà là par défaut, qui inclut les VLAN. Donc le PVSTP, ça a été créé par Cisco pour insérer la notion de VLAN dans le processus de STP. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau des ports d'accès, j'ai activé le port FAST. Le port FAST, c'est une mesure de sécurité qui vise déjà à limiter le temps de convergence STP. En fait, c'est une fonctionnalité du STP qui est recommandée d'être implémentée, donc on recommande de l'implémenter au niveau des ports d'accès. Le but ici, c'est d'éviter au switch, d'empêcher le switch de générer les crans BPDU au niveau des PC d'accès et qui n'en ont pas besoin, puisque au niveau des ports d'accès, on ne connecte que des PC. Et les BPDU n'intéressent que les switches. Donc, cela se fait aussi on le fait aussi dans le but d'éviter des attaques, parce que un utilisateur malveillant peut venir connecter son PC au niveau du switch d'accès. Et comme le switch d'accès envoie les BPDU vers ce switch-là, pourra vraiment détourner, changer la configuration du réseau et changer également la topologie et commencer à réaliser des attaques de man in the middle, par exemple. Donc le but, c'est de désactiver l'envoi des BPDU au niveau des ports d'accès. Ce qui fait que quand il y a changement dans le réseau, ça n'affecte pas les ports d'accès. Donc puisque quand il y a un problème sur une convergence, le temps de convergence en fait désactive les supports qui reçoivent les BPDU. Du coup,
pour la sécurité ou la performance du réseau, il est recommandé d'activer le porte-face. Maintenant, pour aussi éviter les attaques de genre, le BPDU aussi, doit être implémenté. En fait, j'ai commis une erreur en disant c'est le BPDU qui limite les attaques mine-ennemi. Le porte-face, lui seulement, va permettre à ce qui est de limiter la convergence et éviter à ce que les PC soient toujours, les ports d'accès soient toujours up ou soit toujours up ou on, up à tout moment, même s'il y a changement de topologie lié au processus STP. Maintenant, le BPDU GATT, qui est une autre option du STP, permet de prévenir les attaques. Le BPDU GATT, lui, va faire quoi? Lui, il va déjà empêcher au port d'accès de recevoir les BPDU, les crans BPDU. Il va les empêcher, ce qui fait que quand il est implémenté, le switch qui est connecté à ce port, quand il est implémenté, si un utilisateur malveillant connecte son switch à un port d'accès, le réseau signale. Maintenant, ce que nous avons encore faire dans ce réseau, c'est que nous avons implémenté des techniques pour pallier ou pour empêcher les attaques DHCP spoofing. Donc, le DHCP snooping a été implémenté aussi sur les ports d'accès, au niveau de l'accès, des switches d'accès. On a implémenté le DHCP snooping et aussi l'ARP, le Dynamic ARP Inspection. Le Dynamic ARP Inspection a été aussi implémenté pour éviter les attaques liées au protocole ARP. Donc voilà un peu en quelque sorte tout ce qui a été fait au niveau de la couche d'accès. Maintenant, entre la couche de distribution et la couche cœur, dans le cœur du réseau, j'ai implémenté les routes statiques. J'ai réalisé les routes statiques ici, là. Donc, ce qui fait que ici, il y a les adresses IP là. J'ai implémenté les routes statiques là-bas. Maintenant, mon côté Internet également était déjà préconfiguré. Donc, tout ça a été faire. Le routeur-ci fait ce qu'on appelle... le routeur-ci est connecté. En fait, mon réseau est connecté à 2 fournisseurs d'accès. Donc, il y a 2 fournisseurs d'accès. Le fournisseur 1 R et le fournisseur 2. Donc, ça a été implémenté de telle façon que le fournisseur 1 a la priorité. C'est la priorité. Ce qui fait que quand tout va bien, les LAN, les PC du réseau, les utilisateurs se connectent à Internet. Principalement, la route principale, c'est celle qui mène au fournisseur ISP1. Donc, c'est lui. Maintenant, le deuxième fournisseur, c'est le backup. C'est un peu... il n'intervient que lorsque celui-ci est indisponible. Donc, le premier fournisseur est indisponible, c'est le deuxième qui intervient. Voilà ce qui a été fait. Et là, c'est Internet. Donc, vous allez constater que ici, là, tout est adresse publique ici. Donc, au niveau d'Internet, on a utilisé les adresses publiques. Et dans le LAN, ce sont les adresses privées. Maintenant, le NAT va me permettre, pour l'instant, les utilisateurs du LAN ne peuvent pas se connecter à Internet. Ils ne peuvent se connecter à Internet. Et la solution pour qu'ils se connectent à Internet, c'est d'implémenter le NAT sur le routeur-ci pour lui permettre de traduire les adresses
privées en adresse publique, puisque Internet ne fonctionne qu'avec les adresses publiques. Donc, les adresses privées ne sont pas routables sur Internet. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire. Et je vais arrêter cette vidéo à cette. Je vais relancer une autre publication pour continuer, pour que ce ne soit pas long.